Bien bonsoir, enfin presque bonsoir, et pour les courageux qui restent pour écouter une présentation sur Java. Moi-même, je suis assez étonné de faire encore une présentation sur Java. J'ai plutôt l'habitude d'explorer d'autres langages, que ce soit Rust, etc. Et aujourd'hui, en fait, je vous parlais plutôt de Java et surtout d'une approche qu'on ne connaît pas trop, enfin qu'on n'aborde pas vraiment dans Java, puisqu'elle est implicite. C'est ce qu'on appelle l'async await, pour lesquels on est plutôt habitué. Ah, c'est bon. Plutôt d'autres langages, comme par exemple, je ne sais pas, si vous faites du C# ou du Rust notamment, ou même du TypeScript, etc., vous avez la notion de promesse. Donc là, en fait, aujourd'hui, on va aborder un petit peu l'async await en général, et en Java 21+. Alors 21+, évidemment, on va voir pourquoi. Alors, petite mise en garde, j'ai l'habitude toujours de parler de langage et système de type de compilateur. Aujourd'hui, je ne vais pas faire une entrée profonde dans la compilation, parce que ça serait trop compliqué. C'est pas compliqué, c'est que le sujet est très large, suivant si on veut explorer la façon dont l'async await est compilé en C#, en Rust, en Go, etc. etc. D'accord, sachant qu'en Go, il n'y a pas vraiment d'async await, on va voir, mais il y a des procédures à peu près équivalentes. Donc cette présentation est plutôt un retour d'expérience. Parce qu'en fait, nous, on l'a en production. On l'a mis en production, et donc c'est plus un retour d'expérience et voir un petit peu ce qu'on a gagné en termes d'expressivité au niveau du langage, et notamment Java. Alors, qui je suis? Un petit peu de promotion, d'autopromotion. Moi, je viens de Toulouse, donc, et je travaille principalement en tant que développeur, mais en tant aussi qu'initiateur et de deux projets. Il y en a un qui concerne donc le monde immobilier, et dans lequel en fait, eh bien, je suis en train de développer un système expert en Prolog. Oui, ça existe encore. Notamment, d'ailleurs, on va en parler au prochain Divox avec un copain. Donc, je fais du Prolog actuellement. Alors, c'est un Prolog avec contrainte, donc ça permet quand même de mettre des choses en place. Et pour cela, en fait, j'ai refait un Prolog naïf avec contrainte en Kotlin, qui est open source. Et je travaille sur un autre projet qui s'appelle Captain Go. Le nom ne vient pas de moi, c'est pas moi qui ai commis ce nom-là. Mais c'est un système distribué, donc qui nous permet d'avoir un ensemble de machines qui sont distribuées sur le réseau et qui vont pouvoir discuter. Et notamment, bien, une des productions les plus grosses que l'on a actuellement, c'est pour un avionneur toulousain et pour lequel en fait, on a grosso modo 4000 machines qui discutent entre elles pour pouvoir faire du travail commun. Voilà. Et pour cela, en fait, eh bien, ce deuxième projet, pour pouvoir développer un système distribué, eh bien, je refais grosso modo un système acteur à partir de zéro. Enfin, à partir des papiers, évidemment, et de toutes les études qui avaient été faites. Je n'ai pas fait du Haka avec Scala. J'avais besoin d'avoir grosso modo une homogénéité acteur sur tous les composants, qu'ils soient clients ou serveurs. Et ensuite, à partir de ce système acteur, on a découlé d'une certaine façon une programmation asynchrone, et en fait, pour finir, débouler en fait sur l'async await. Alors, qu'est-ce qu'on appelle programmation asynchrone? Surtout, c'est en fait, on va se rendre compte que dans un premier temps, c'est une question de style. Il va y avoir ce qu'on appelle le style indirect et le style direct. Alors, le style indirect, c'est quelque chose qui est assez connu depuis longtemps, en fait. Et bien, le style indirect va reposer surtout sur des principes qu'on appelle des callbacks. D'accord? Donc, vous allez avoir une fonction, vous allez passer, ou une méthode, et vous allez passer en paramètre, sur un objet invoqué, avoir une forme de fonction qu'il va falloir appeler quand on aura notre résultat. Alors bien pour cela, en fait, je vais juste faire un petit sketch. On va avoir une première fonction qui s'appelle doSomething, qui est une fonction qui va me prendre un A et va me produire un résultat. Le doSomething1 va pouvoir disposer de la variable A et elle-même donc avoir une variable qui va donc être identifiée avec un B, et ainsi de suite. D'accord ? Donc en fait, on a une sorte de cascade, et à l'étage inférieur, eh bien, on peut procéder à l'utilisation des variables qui viennent des étages précédents. D'accord ? Donc ça, c'est classique, hein, c'est typiquement les onSuccess, onFailure, etc., qu'on peut avoir sur les promesses, ou d'autres choses, typiquement. De manière plus générale, le style indirect repose ce qu'on appelle sur la programmation par continuation. Donc, continuation passing style, qui est en fait une opération qui peut être une transformation directe sur le code. Donc, typiquement, le code que nous avions ici, eh bien, on peut très bien dire les trois petits points qui vont exploiter ABC, sachant que j'ai un D qui va être consommé. Eh bien, je vais pouvoir injecter une fonction K,
qui a continuation, donc c'est la terminologie K, et cette fonction K peut être utilisée au fin fond de votre appel pour pouvoir faire ce que vous voulez avec le résultat de votre calcul. Que veut dire refaire ce que vous voulez? Eh bien, K peut être appelé plusieurs fois, une fois ou jamais. D'accord? Jamais, ça peut être typiquement le principe d'une exception. Plusieurs fois, ça peut être du parallélisme, de manière ainsi de suite. Donc on a une capacité à pouvoir modéliser à travers l'utilisation des continuations des modes opératoires qui peuvent être divers et variés. Et pour cela, en fait, il y a des méthodes qui sont connues, qui sont les transformations par continuation. Et notamment, là, ça référence un des papiers, enfin, il y a un bouquin qui est écrit actuellement, je ne sais pas s'il est terminé, s'il doit être terminé, qui est écrit, donc là c'est une référence, vous pouvez cliquer dessus quand vous aurez la présentation, qui vous amène directement sur les cours de Xavier Leroy, et notamment qui vous explique comment, à partir d'un lambda calcul, donc une représentation fonctionnelle minimale, on peut le représenter avec une communication calcul par continuation. D'accord ? Je ne parle pas trop de compilation, mais il y en a un petit peu quand même. Petits étages de transformation. Transformation par appel par continuation est une transformation assez importante dans les langages quand on écrit des compilateurs. Style indirect, nous, ça qui va nous intéresser en l'occurrence, c'est la notion de futur ou de promesse. Donc vous savez que dans certains langages, que ce soit Java, on parle de futur. Si vous prenez par exemple TypeScript, on parle de promesse. Si on parle de C#, on parle de task, je crois. D'accord ? Mais donc là, on va se concentrer plutôt sur la notion de promesse ou de futur. Alors ça, historiquement, d'où viennent ces terminologies ? Ces terminologies, en fait, elles viennent de deux papiers, tout simplement. Le premier qui institutionnalise grosso modo une promesse à travers ce qu'on appelle une exécution dite fainéante d'un code, c'est-à-dire notamment sur le cons, c'est-à-dire la construction sur la partie gauche, la partie droite de vos listes typiquement, les opérations seront faites de manière fainéante. Donc cette opération a été qualifiée comme étant une promesse, c'est-à-dire j'aurai un résultat qui arrivera plus tard. D'accord ? Et ce papier en fait a été introduit en 1976, donc c'est pas récent quand même, par Friedman et Wise, et qui essaie de s'intéresser à ce qu'on appelle la programmation applicative sur les multiprocesseurs. Ce qu'on appelle programmation applicative, c'est la programmation fonctionnelle, d'accord, en général. Et donc, ça introduit aussi ce qu'on appelle l'évaluation paresseuse, que l'on connaît maintenant pour ceux qui font du Haskell, typiquement. C'est une des fondations du langage Haskell. La notion de futur, elle est un peu plus subtile, enfin, de mon point de vue. Elle repose sur, grosso modo, quand on a un lambda calcul, un langage fonctionnel, les arguments qui vont être passés, sur lesquels vont être appliqués la fonction, soit ils sont été évalués et ensuite on applique la fonction, c'est ce qu'on appelle le passage par valeur, soit on les évaluera par nécessité, c'est-à-dire une exécution dite lazy, c'est-à-dire fainéante, ou retardée, comme vous voulez. Mais il y a un troisième aspect qui a été étudié aussi, qui était de dire, en fait, si une application F est appliquée sur un argument A et B, je vais exécuter le code, l'évaluation de A et l'évaluation de B, de manière parallèle, et ensuite, quand je vais pouvoir faire mon join, je vais pouvoir appliquer ma fonction sur le join, sur les variables A et B. D'accord ? Donc intrinsèquement, en fait, la réduction de ce code-là repose sur un parallélisme intrinsèque, à grain fin bien sûr, mais pour lequel, en fait, on est obligé d'introduire un nouveau mécanisme, et ce nouveau mécanisme, dans ce papier-là, dans ce cas-là, est appelé et a été nommé futur. D'accord ? Donc on voit qu'en fait, d'un côté, il y a la notion de exécution paresseuse, de l'autre côté, une exécution sur des modèles de représentation, comme le lambda calcul, qui nous permettent d'avoir des exécutions parallèles. Et les futurs, en fait, ont été une des pierres angulaires d'un papier de Hewitt et de Baker. Et Hewitt, c'est le papa du modèle acteur. D'accord ? J'en parle parce qu'on va faire un retour sur le modèle acteur. Et voilà. Donc, grosso modo, ça, c'est la terminologie. Donc, quel nom choisir ? On est bien content. Maintenant, on va faire un petit retour à Java. D'accord ? Donc, ça, c'était la partie terminologie historique. En Java, en fait, on a déjà dans les specs un truc qui s'appelle Future et qui vient des Java Util Concurrent, dans la fameuse librairie Util Concurrent, qui introduit donc la notion de futur. Cette notion de futur, évidemment, c'est un type paramétrique, V, pour lequel, en fait, il va y avoir deux prédicats. Est-ce que ma future est terminée ou est-ce que ma future a été arrêtée ?
tout simplement. Donc là, on a la capacité à observer à n'importe quel moment l'état de ma future. Ensuite, eh bien, on a deux fonctions qui nous permettent de récupérer la valeur de cette future-là. C'est-à-dire, soit le get, j'attends et j'attends indéfiniment. Ça veut dire que le thread qui exécute le get va être bloqué. Il sera débloqué uniquement quand j'aurai cette valeur-là, ou je peux décider d'un timeout. D'accord ? Et enfin, une fonction de cancel qui permet de dire, eh bien, est-ce que je dois interrompre le thread qui est derrière et qui est en train de s'exécuter pour pouvoir, eh bien, arrêter ma future. Donc là, on se rend compte, en fait, on a une vision qui est quand même assez... comment dire ? Il n'y a rien de synchrone là-dedans, en fait. Si on regarde bien, il n'y a rien qui nous permet d'avoir, qui soit porteur en termes d'asynchronisme, si je puis dire. Donc pour rester cohérent avec Java, nous on n'a pas gardé la notion de futur. On verra après qu'avec les complétables futurs, il y a deux aspects. Ça, c'est un aspect qu'on va dire plutôt direct, c'est-à-dire je veux l'information et je bloque tant que je ne l'ai pas. On va voir que c'est un peu plus subtil plus tard. Donc en fait, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a introduit la notion de promesse, juste un petit clin d'œil, une petite histoire juste là, entre promesse et futur. Et les promesses, en fait, eh bien, on les a commencé par les transformer, de les proposer de cette façon-là. Les promesses, en fait, c'est la contraposée de la future. En termes de style direct et indirect, eh bien, ça sera la représentation indirecte du calcul qui ça va se faire de manière asynchrone, à travers donc, des fonctions qu'on va retrouver un peu partout, comme le map, qui va nous dire eh bien, quand j'ai une valeur, je vais pouvoir la transformer. Donc, cette fonction de transformation est passée par paramètre, tout simplement. Ou alors, eh bien, j'ai ce qu'on appelle un flat map ou bind, si vous faites du Haskell, qui va vous permettre de dire, du moment où j'ai le résultat, je vais capturer le résultat et je vais exécuter de nouveau quelque chose qui va être asynchrone. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on appelle la programmation dynamique. On va ensuite avoir des opérations qui vont permettre de dire, en cas de complétion de calcul, eh bien, je vais pouvoir faire une opération. Et le résultat, eh bien, ça sera toujours la même promesse. D'accord ? Donc ça nous permettra par exemple de mettre du log, des traces, des choses comme ça si vous le souhaitez, ou même de lancer de nouveaux branchements. Alors cet onComplete, en fait, lui, il porte une fonction, une variable qui est de type try. Try, c'est une facette de type succès ou échec. D'accord ? C'est classique. Je ne sais pas si vous êtes habitué avec ces terminologies-là ou ces objets-là, mais le try, c'est le succès ou l'échec. Et assez souvent, on va l'accompagner d'un constructeur, donc d'un smart constructor qui s'appelle Pure, pour lequel on a une valeur. Donc j'ai mis 3 petits points pour ne pas donner l'implémentation, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour le moment, mais qui nous permet de dire, en fait, je transforme une valeur en promesse de valeur. D'accord ? Et tout ça, en fait, eh bien, la promesse, grosso modo, c'est ce qu'on appelle une monade. Et c'est la monade qui est dévolue à ce qu'on appelle les effets asynchrones. Alors, je ne sais pas si je vais avoir beaucoup de temps. Donc, je ne sais pas si on va avoir beaucoup de temps pour regarder du code, mais sachez que le code que je vous montre ici, j'ai développé pour la conf, j'ai développé toute une librairie qui reprend ces principes-là, donc vous pouvez l'explorer, critiquer. Je vous donnerai la référence à la fin. D'accord ? Et donc l'implémentation de la promesse repose sur une future. Donc en fait, c'est une stack, il y a la future en dessous, pour rester cohérent avec Java, et la promesse vient s'équiper au-dessus de la promesse. Donc avec des phénomènes connus qui sont des phénomènes de callback. Donc on replonge sur les callbacks initiaux. On va prendre un exemple un peu bébête de la factorielle. Donc eh bien, on va dire qu'on va dans une fonction factorielle, et là on commence à avoir des choses qui ressemblent un peu à de l'async await, mais il n'y a pas le await. Il y a un objet A5. L'objet A5, lui, porte un pool d'exécution et il va nous permettre de lancer un nouveau process, un nouveau thread très exactement, pour faire un calcul. D'accord ? Donc le rôle d'A5, c'est de dire, j'ai une fonction, je vais pour l'appeler, mais de manière parallèle. D'accord ? Et j'ai ma valeur pour la factorielle. Donc sur la 5, il y a une fonction run qui prend une fonction de type je prends unit. Alors moi je mets parenthèse ouvrante, c'est unit, mais normalement c'est ce qu'on appellerait un supplier en Java, si on veut rester cohérent avec la terminologie. Cette fonction va nous permettre de produire un A, et le résultat du run eh bien, va nous permettre de dire en fait au final j'aurai une promesse de A. D'accord ? Donc ça c'est juste comment je lance mon calcul dans un autre thread. Ensuite, eh bien, j'ai les cas de base, qui si ma valeur est strictement inférieure à 2, eh bien, je vais renvoyer une promesse pure de ma valeur. Donc ça veut dire que je prends ma valeur et j'en fais une promesse, sachant que cette promesse, évidemment, elle est déjà terminée.
D'accord? C'est une promesse qui est déjà résolue. Mais j'ai besoin de cette notion de promesse parce que eh bien, c'est ce que j'ai décidé de voir comme type de résultat. Okay? Et maintenant, on va pouvoir appeler ça de manière récursive en disant, eh bien, dans l'autre cas, je vais pouvoir appeler factoriel avec le même A5 sur lequel je fais mon moins 1 à valeur et de manière parallèle. D'accord? Alors, cet A5 run eh bien, va nous permettre d'avoir une promesse de A, mais comme factoriel nous promet déjà une promesse de A, on se retrouve avec une promesse de A. D'accord? Donc là, normalement, il faudrait procéder par ce qu'on appelle du flatten. Mais pour faire du flatten, en fait, eh bien, il suffit de faire un flat map d'une fonction identité. Puisqu'on va de A vers promesse de A, eh bien, comme vous aviez promesse de A, votre flatten, eh bien, vous allez retrouver avec promesse de A, tout simplement. OK? Et donc là, on se retrouve avec notre type à la sortie de flatmap, qui est une promesse d'integer. Tout va bien, ça m'arrange. Et je vais pouvoir le mapper en disant, eh bien, du moment quand j'aurai mon résultat, je vais pouvoir exécuter la multiplication entre la valeur initiale du factoriel et la valeur qui a été calculée par l'entrée récursive. D'accord ? À noter une chose importante, c'est que cet appel-là ne fera jamais de stack overflow. Contrairement à une factorielle, si vous l'implémentez de manière naïve, il n'y aura pas de stack overflow. Pourquoi? Parce qu'en fait, la pile d'exécution, à chaque fois, est réinitialisée à chaque run. Donc en fait, vous allez avoir une recrudescence de thread, certes, mais par contre, vous allez avoir une pile qui sera toujours constante. Donc typiquement, là, vous avez pile constante. Quand on parle d'un style indirect et de design, eh bien, en fait, si on regarde bien, là, sur l'aspect factoriel, l'appel est simple. On a un flat map et un mat. Ça commence déjà à être compliqué juste pour faire factoriel. Hein. Mais en fait, on se rend compte que ce type d'approche va, entre guillemets, glorifier ou mettre en avant, en fait, mauvais pattern, en fait, ce qu'on appelle un mauvais pattern, dark pattern, qui est l'appel de callback à tous les niveaux, c'est-à-dire ce qu'on appelle le callback L. Tous ceux qui ont fait des promesses, etc., se sont toujours frottés à ce problème-là. Et ça, c'est excessivement difficile à résoudre. Alors, une façon de le résoudre, eh bien, c'est de faire de l'extraction de méthodes, etc. Donc, ça veut dire une explosion en termes de méthodes, mais avec des niveaux d'abstraction qui vont aller en profondeur, si on veut suivre les principes de design de Martin Fowler, typiquement. Alors, il y a plusieurs approches pour résoudre cet aspect de callback L, d'accord. Le premier, en fait, c'est de dire eh bien, comment on peut passer intuitivement, comment on peut passer d'un style direct, d'un style indirect à un style direct. Donc, si je reprends, grosso modo, mon sketch de tout à l'heure, eh bien, pour passer d'un style direct à un style indirect, ce qui serait bien, c'est en fait, ce serait de ramener ça vers une programmation un petit peu plus impérative, en fait, et avoir une lecture un peu plus séquentielle. Là, la séquentialité, elle se fait par la lecture, mais on voit qu'il y a quand même une cascade d'appels, ce qui n'est pas anodin. Et surtout, c'est que la sémantique du point-virgule est perdue. Il n'y a pas de notion de séquencement avec sémantique du point-virgule. Alors, le point-virgule, dans beaucoup de langages, on l'efface, hein, mais il a un sens profond. C'est vraiment, je vais faire tel statement, puis tel statement. Il y a vraiment cette notion-là d'exécution dans le temps, d'accord ? Donc pour pouvoir faire ça, eh bien, je vais considérer que mon doSomething, je vais avoir une variante en doSomething direct, d'accord ? Je ne vous dis pas comment le style, comment l'effet est traité, ce n'est pas important. Mais par contre, on va prendre ABC, ça va produire la variable D. Et donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est on va remonter tout ça en introduisant doucement, eh bien, en disant, voilà, j'ai un style direct. Et là, de ce point de vue-là, en fait, cette transformation qui initialement partait d'une cascade de fonctions, eh bien, on retombe sur un appel et surtout sur une structuration plus synchrone et qui est relative au point-virgule. Alors, le problème, c'est que j'avais un effet. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, actuellement, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors, comment on peut résoudre ce callback? Ça, c'était intuitivement, on se dit, il y a quelque chose à faire. Eh bien, une des premières approches, c'est d'utiliser en fait, ce qu'on appelle des compréhensions dans le système monadique, typiquement, c'est-à-dire des constructions syntaxiques qui vont nous permettre de retrouver cette pseudo-lecture séquentielle, mais à travers une construction qui va être transformée et en fait qui va être simplement du sucre syntaxique. C'est-à-dire que le compilateur va prendre ces expressions-là et va les transformer pour retomber sur les fameux appels fonctionnels tels qu'on les a vus avant, mais ils ne seront pas exprimés de prime abord par le développeur.
Alors ça repose sur un papier de 92, si je ne... Ah ben c'est marqué en dessous. De 92, qui a été donc publié par Philip Wadler, qui a repris en fait la notion de compréhension de liste et l'a généralisée au principe de monade. D'accord. Savoir que dans Python, typiquement, vous avez aussi les list comprehension avec les crochets, et vous pouvez avoir un for tout à fait naturel avec des if, etc., qui vous permettent de faire des filtres, etc. Mais ça, c'est sur les notions de liste. La comprehending monad, c'est vraiment une généralisation complète à travers l'étude de la compréhension de liste et son application sur tout ce qui est structure monadique. D'accord. Et qu'est-ce que ça a permis de faire? Eh bien, ça a permis de faire, grosso modo, une représentation d'un style pseudo-direct sur une structure qui ne nous permettait pas au départ. Et les compilateurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire de l'élimination de sucre syntaxique en faisant une transformation pendant la compilation du style direct vers le style indirect. Alors, qu'est-ce que ça donne en Scala, par exemple? Eh bien, en Scala, qui connaît un peu Scala ou pas? Un petit peu? Ok. Bon, vous allez voir, on va pas aller loin dans Scala. Il y a ce qu'on appelle le for comprehension dans Scala. Le for, en fait, ce qu'il va permettre de dire, c'est qu'il va y avoir un ensemble d'opérations qui vont être faites de manière séquentielle, ça c'est ce qu'on croit, et donc les fameux do something vont s'exprimer de cette façon-là. J'ai mon do something qui va me permettre donc de binder la variable A, le bind something de A va B, et ainsi de suite, d'accord? Donc ça, c'est vraiment une structuration. En Haskell, vous avez le do avec la point-virgule, hein, comme c'est bizarre, d'accord? Donc on a le do notation. Donc j'ai pris celle de Scala, et enfin le yield qui va nous permettre de produire le résultat. Alors comment ça se transforme, cette chose-là? Eh bien, ce qu'on va faire Scala, étape par étape, eh bien, quand il va avoir un for, quelque chose avec un autre binding, il va le transformer en flat map. D'accord? Et ainsi de suite. Vous n'avez pas l'impression de relire tout à l'heure ce qu'on avait écrit? Et en fait, il fait exactement la même chose. D'accord? Donc, ce que j'avais montré avec do something, en fait, là, en fait, on a flat mappé, et la dernière opération, c'est un map. D'accord? Donc, c'est un chaînage de flat map et de map. Donc là, en fait, eh bien, par simple sucre syntaxique, on a l'impression de faire du style direct, alors que ça n'en est pas. D'accord? C'est vraiment une construction syntaxique propre au langage, mais qui va être transformée à la compilation. Et dans ce cas-là, en fait, il n'y a pas besoin d'être monade, il suffit d'implémenter le map, le flat map et l'équivalent du if. D'accord? Alors maintenant, on va retourner à Java. Il me reste une demi-heure, ok. En Java, on n'a pas la capacité à étendre le langage en soi, d'accord? On peut avoir des pseudo-extensions à travers les annotations, il y a une JSR pour ça, mais on n'a pas la capacité d'étendre le langage, ce qui est un petit peu dommage. Mais bon, c'est pas grave, on n'a pas la notion de ce qu'on appelle, grosso modo, une sorte de métaprogrammation qu'on pourrait avoir par Rust, par exemple, avec les macros, ou dernièrement, moi je regarde Zig en ce moment, avec ce qu'on appelle les comp time on Zig, c'est absolument à voir. La gestion mémoire est un peu plus ardue. Pas de sucre syntaxique pour nos monadic comprehension. Bon, ça, c'est bien dommage. Donc, comment on peut faire? Alors, bien, il y a, sur d'autres langages, il y a des constructions qui ont été introduites dans les langages qui vont me permettre, en fait, d'embrasser ce qu'on appelle en programmation asynchrone. D'accord? Alors, tout ça pour, en fait, en arriver à l'async-await. D'accord? L'async-await, en fait, c'est une réponse pour pouvoir introduire la programmation asynchrone en ayant l'impression d'écrire tout ça de manière, on va dire, quasi naturelle, en style direct. D'accord? D'où en fait l'importance de comprendre la notion de style indirect et de style direct. Alors, mais qu'est-ce que c'est que l'async-await? Eh bien, ça va nous permettre de faire des fonctions dites asynchrones non bloquantes. Donc, si on se souvient du get tout à l'heure sur les futurs, c'était foncièrement bloquant. Là, on se projette dans un monde où, eh bien, l'accession à la variable devient non bloquante. On va voir ce que ça veut dire. Ça va nous permettre évidemment de plonger notre code dans un style direct, donc avoir une compréhension du code qui est beaucoup plus simple et claire. Et ensuite, si on se projette dans des langages où l'async-await en fait est ce qu'on appelle un objet de première classe, c'est-à-dire que c'est un objet du langage lui-même, notamment par exemple si on prend celui qui a introduit l'async-await, le langage dans lequel on a introduit l'async-await la première fois, c'est C#, d'accord? Eh bien, ça va nous permettre d'avoir ce qu'on appelle une construction idiomatique qui est dans le langage et qui va nous permettre en fait d'avoir une gestion pendant la compilation.
Comme dans comprehension monad, eh bien là, on a le pendant dans une extension de langage à travers un async await. Là, de nouveau, pendant la compilation. Donc, à la compilation, on va faire un travail et va dire comment on transforme ces async await. Et le comment n'est pas simple. Et par contre, ça introduit quelque chose de nouveau, c'est ce qu'on appelle les fonctions colorées. Alors, est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de fonctions colorées? Alors, ce qu'on appelle les fonctions colorées, en fait, c'est les fonctions qui sont dites asynchrones et les fonctions synchrones. Grosso modo, quand vous faites un développement d'application, par exemple, je prends Kotlin, eh bien, vous allez avoir les fonctions suspend, mais une fonction qui n'est pas suspend ne peut pas appeler une fonction suspend. Le contraire est possible, mais vous ne pouvez pas faire une fonction dite synchrone qui va appeler une fonction non asynchrone en direct. Il va falloir appeler ça à travers un run spécifique, etc. Donc, bien plonger le fait que je passe du synchrone à l'asynchrone en passant par, eh bien, mon fameux asynchrone, c'est pareil. D'accord? On retrouve un peu l'asynchrone de tout à l'heure. Donc, on a cette colorisation de fonctions. Donc, ça veut dire qu'on ne sépare vraiment nos deux mondes en termes de développement, les fonctions dites asynchrones et synchrones, ce qu'on appelle les fonctions colorées. Et on trouve tout ça notamment dans les langages comme C#, donc, qui a été l'instigateur et l'initiateur, JavaScript évidemment, Swift, Dart. Alors Dart, c'est très particulier, je ne sais pas si vous avez fait du Dart. Moi, j'ai discuté avec un des implémentateurs des promesses dans Dart. J'avais un problème, j'ai voulu refaire, grosso modo, toute la théorie des catégories en Dart. Bon, ne faites pas, c'est une très mauvaise idée. Et il m'a annoncé tout simplement qu'il y a à peu près, de mémoire, 11 implémentations de promesses différentes. Et elles sont pas orthogonales, et il peut y avoir des effets qui ne peuvent pas être les bons. Je ne comprends pas qu'on puisse faire ça. Bon, ça, c'est autre chose. Et en parallèle, Rust et C++, mais Rust il y a Rust, évidemment. Rust, ils ont mis beaucoup de temps pour aller faire asynchrone, pour avoir une gestion mémoire aux oignons. Et il y a Kotlin, pour lequel le await n'est pas explicite, et C++, pour lequel, en fait, il y a la notion d'async, ne vient pas colorer la fonction. Mais on retrouve, grosso modo, les mêmes principes, d'accord? Et en fait, au niveau de la compilation, alors déjà qu'on ne parlait pas de compilation, mais ça c'est pour juste comprendre un petit peu, eh bien il y a deux approches. Il y a une approche qu'on appelle stackless et une autre qui s'appelle stackful. L'approche stackless, en fait, eh bien, elle va reposer sur une compilation qui est la production de ce qu'on appelle une machine à état, notamment en Kotlin, et ensuite ce qu'on appelle la programmation par continuation qu'on a vu tout à l'heure. Donc on a des continuations et une machine à état. Alors, il faut savoir que par exemple en C#, si vous regardez comment est compilé un async await, eh bien, du moment où vous avez vos yields, etc., eh bien, à chaque endroit où il y a des yields, il va y avoir des numéros d'état, et vous allez réappeler la fonction, et en fait, vous avez la notion de gestion d'état qui est sauvée à chaque fois dans un objet du heap, avec un ensemble des variables, et donc, vous allez recharger tout ça sur votre pile pour pouvoir continuer le code. Donc, à chaque fois que vous avez un yield, on s'en va, on revient, on avait l'état suivant, et en fait, c'est un énorme switch case. D'accord? Donc en C#, c'est programmé sur C#. Historiquement, en fait, ça vient de la compilation des itérateurs, tout simplement. Ça a été, dans l'historique, quand on regarde l'historique, historiquement, ça vient des itérateurs. Alors, il y a un long blog que je référence notamment sur C#, où au début, c'était du callback, pur et dur. Ensuite, ils ont introduit une notion de task, avec ce qu'ils appellent l'execution context. Et ensuite, ils ont fait une généralisation de la génération d'itérateurs pour arriver à un modèle de compilation de l'async await à base de machine à état et de continuation, et donc c'est stackless. Il n'y a pas besoin d'avoir plein de threads avec des énormes stacks qui font un méga. Par contre, ça repose évidemment sur ce qu'on a dit tout à l'heure, sur une syntaxe extendue, pouvoir avoir une programmation asynchrone dite explicite, et ça c'est important, c'est vraiment une extension de langage, et le tout est géré à la compilation. D'accord ? Il y a l'autre approche qui est dite stackful, c'est-à-dire que stackful, ça veut dire qu'en fait, grosso modo, on va avoir d'autres threads. Et on va voir qu'on peut jouer là-dessus. Alors ça nous conduit à l'introduction de nouveaux mécanismes. Alors, chose importante, c'est que ce mécanisme-là ne nécessite pas de modification de la runtime. D'accord ? Ça, c'est hyper important. Par contre, la suite, elles, vont nécessiter une révision et une revue de la runtime, et notamment Java, avec le projet Loom, on s'est rendu compte, eh bien, il y a des nouveaux concepts qui ont été introduits, et principalement, en fait, eh bien, c'est un héritage des green threads. Alors, il faut savoir quand même que les green threads dans le monde Linux, c'est Xavier Leroy qui les avait fait aussi à l'époque. J'ai une dévotion pour ce personnage qui est incroyable. Donc, notion de green thread qui est supportée dans la runtime. Donc là, on a vraiment une extension de la runtime pour les green threads.
Et cette approche a été principalement adoptée par Go ou Java. Quand vous faites un Go, c'est comme un fork, hein, on est d'accord. Vous lancez une tâche, sauf que eh bien, ça va être un green thread avec une gestion un peu plus légère au niveau de votre pile. Green, ou on peut appeler ça aussi des lightweight threads, si chez quelqu'un a déjà fait du système Sun 5, ou du virtual thread si vous faites du Java. Java appelle ça des virtual threads. Okay. Alors, techniquement, en fait, pour Java, eh bien, ça repose sur un projet qui est introduit, notamment, qui est donc officialisé dans la version 21, 21+, qui s'appelle le projet Loom. Alors, le projet Loom, ce n'est pas que Virtual Thread, c'est beaucoup plus de choses. Hein. Il y a beaucoup plus de JPE qui viennent s'adosser, notamment sur des notions de join par grappe de thread, etc. C'est pas encore totalement d'ailleurs terminé et passé en production au niveau de la JVM. Donc ça repose sur des principes de base qui existaient déjà à l'époque, qui avaient été pondus par une boîte qui était la notion de fibre. Avant qu'il y ait les virtual threads, il y avait un projet qui était un projet qui fait initial, je crois que c'était des Russes à l'époque, qui avait introduit la notion de fibre pour pouvoir avoir des calculs plus légers et surtout avoir pléthore d'exécution dans votre même JVM. Quand je dis pléthore, on parle de millions, hein, d'accord. C'est pas 1000, 2000, c'est millions. Pour finalement en fait, arriver sur ce qu'on appelle les threads virtuels, qu'on met en opposition avec ce qu'on appelle les threads de plateforme. Alors, grossièrement, on ne va pas voir comment c'est implémenté, mais grossièrement, en fait, les threads de plateforme, c'est un fork join pool, donc c'est les vrais, entre guillemets, les threads qui vont être exécutés par les cœurs. Et ensuite, eh bien, chaque thread, on appelle ce qu'on appelle un thread porteur, un carrier en anglais. Donc ce thread porteur, lui, va prendre un thread virtuel et il va l'exécuter. D'accord ? Et le thread virtuel, à un moment donné, il dira « j'ai fini mon travail » ou « je me mets en pause ». Et ce thread virtuel va être mis de côté et les threads de plateforme vont reprendre un autre thread et ainsi de suite. Alors, comme le thread virtuel va dire « je me mets de côté » ou « je vais me mettre en pause », eh bien, on a ce qu'on appelle un scheduler coopératif. Je ne sais pas si les gens qui étaient là juste avant, avec Olivier Poncé qui parlait de l'implémentation d'Otherworld, ou la notion de thread, il y a le yield pour faire du scheduling en fait coopératif, d'accord. Donc les threads bas niveau, on dit bas niveau de plateforme, eux font ce qu'on appelle du scheduling préemptif, alors que les virtual threads vont être coopératifs, d'accord. Tout ça en fait pour dire que vous avez toujours vos threads de plateforme virtual threads qui vont être assez souvent, grosso modo, calculés sur le nombre de cœurs avec ou hyper-threading. Et ensuite, eh bien, l'ensemble des threads virtuels qui vont être de plus petite taille. Il faut savoir que le thread préemptif, le thread de plateforme est de l'ordre d'un méga, les autres c'est quelques kilos. D'accord. Eh bien, on va pouvoir, grosso modo, eh bien, exécuter et exécuter l'ensemble des threads virtuels avec un pool de threads de plateforme. Et tout ça, ensuite, évidemment, a demandé un travail très important, et notamment sur le redesign, entre guillemets, et une revisite complète du fameux Java Util Concurrent. Il faut savoir que le Java Util Concurrent a été revu entièrement pour être, grosso modo, le plus compatible possible avec cette séparation de thread virtuel et de thread de plateforme. Je vais vous dire quelque chose d'autre. Et intérêt important, c'est que ça reste compatible avec votre code. Un des objets de démonstration, notamment, je crois que c'est avec Spring, où vous pouvez changer le thread pool en virtuel et vous vous rendez compte, en fait, il y en a sous le capot, comme on dit ça. Après, ça induit d'autres problèmes, évidemment. Mais on se rend compte que, eh bien, là où vous pouvez bloquer les thread pool, je ne sais pas, on va dire 50 threads, là, vous pouvez récupérer. Et grosso modo, eh bien, vous allez avoir une contrainte qui sera sur d'autres ressources. Donc là, les contraintes vont se déplacer sur d'autres ressources. Notamment, voilà, ça c'est l'utilisation. Et sans rien changer, évidemment, dans votre Spring. C'est simplement changer le thread pool. Et ça, c'est vraiment le point important de l'approche des gens de Java. C'est on a un héritage qui commence à avoir un peu vieux, c'est entre 25 et 30 ans. Donc on ne va pas tout casser. On ne va pas faire comme les gens de Zig, par exemple, qui a introduit le 508 en version 0.11, mais c'était du stack full, donc ça marchait bien, mais ce n'était pas suffisamment efficace, ça consommait trop de ressources. Et en 0.12, ils l'ont enlevé. Mais bon, comme c'est en 0, ils ont le droit. Voilà. Donc, et ils étudient actuellement la version stackless. Java ne peut pas se permettre de faire ça, donc il faut être compatible avec le code et faire en sorte que le code que vous aviez avant,
que vous avez maintenant, eh bien, en changeant certains thread pools, notamment tous vos thread pools d'IO, eh bien, indirectement, vous allez pouvoir bénéficier de tous les avantages de l'implémentation des threads virtuels, grosso modo, sans avoir à changer une ligne de code dans votre base. D'accord ? Et ça, c'est excessivement important. Et c'est vraiment la ligne directrice qui a été poussée dans le cas de Java. Alors, qu'est-ce que ça donne en Java 21 ? Pourquoi 21 plus ? Il faut savoir que si vous utilisez des blocs asynchrones, la libération des threads virtuels en version 21 ne se fait pas. Donc, ça veut dire que votre thread de plateforme est bloqué et les deux sont littéralement liés. Ça a été révisé, donc dans la version, je ne sais plus à combien, 25 ou 26, je ne sais plus à quelle version on est. Ce problème a été réglé, d'accord ? Mais donc ça existe depuis la version 21. En version 21, en fait, on peut introduire de nouveau un async await, mais par contre, c'est une construction du langage. Donc grosso modo, c'est une sorte de DSL, d'accord ? Donc on l'a vu tout à l'heure, on avait un objet async, eh bien on va introduire le await. Ça va nous permettre évidemment eh bien, de faire des fonctions asynchrones non bloquantes, comme tout à l'heure, pareil. Avoir un style direct, d'accord, donc retrouver la même chose. Par contre, pas de fonction colorisée. D'accord, donc grosso modo, eh bien, on n'a pas cette dichotomie ou cette séparation des deux mondes entre les fonctions dites colorées, donc les fonctions asynchrones et les fonctions synchrones. C'est les types qui vont faire le travail, d'accord, promesse ou pas. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est les promesses vraiment qui vont driver. Alors, vous pouvez me dire, mais dans les autres langages, en C#, on a task et on a promesse. Mais ce fait d'introduire le async qui génère automatiquement le type promesse dans les fonctions dites asynchrones, du moment où elles sont colorisées asynchrones, la promesse apparaît de manière, grosso modo, on va dire, notamment en Dart, vous êtes obligé de mettre promesse. En JavaScript, je crois aussi, on va dire en TypeScript plutôt, si on veut les types. En Kotlin, pas. C'est implicite, vous restez avec votre type simple sans avoir un enrobage sous forme de promesse parce qu'il n'y a pas la notion de wait, c'est pris en charge automatiquement par la transformation de code et de continuation. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, pour passer d'un style direct à un style indirect, sur les promesses, eh bien, on va introduire juste une fonction await et on a terminé. Alors on me dirait comment ça peut marcher cette chose-là ? Eh bien en fait, tout simplement, si on regarde un peu le code, alors ça c'est la notion de promesse telle qu'elle est proposée dans le projet. Cette notion de promesse repose sur ce qu'on appelle une promesse dite solvable, qu'on va pouvoir résoudre. Et ensuite, eh bien, la notion de await qui est ici va demander un get sur le futur. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, le get du futur, elle est bloquant en fait. Mais sauf que le get du futur, en fait, get du futur, ça fait bizarre. Eh bien, il va reposer sur une construction. Alors ça, c'est une implémentation naïve. Sachez que, par exemple, les complétables futures, si vous regardez l'implémentation, elle introduit la notion de wait aussi maintenant. Alors, je ne sais plus si ça s'appelle le wait ou pas, mais elle introduit cette notion. Et en fait, le get, lui, au lieu de se bloquer dessus, il va utiliser un artifice dans l'implémentation, qui est un countdown latch, grosso modo. C'est une barrière de synchronisation et dans lequel je vais pouvoir la relâcher à un moment donné. Alors, je ne sais pas si vous êtes habitué à ce genre de choses. Typiquement, ça, on l'utilise pour parler, par exemple, quand on démarre une application qui va être distribuée ou dans lequel il va y avoir des calculs parallèles, eh bien, c'est une sorte de join à travers un countdown latch, d'accord, pour être sûr que tout est bien installé pour pouvoir lancer l'application. Eh bien, là, on utilise le même artifice, qui est un countdown latch. Et countdown latch, eh bien, en fait, d'où il vient ? Eh bien, le countdown latch, il vient de Java Util Concurrent. Et ce countdown latch, en fait, quand je fais mon get sur ma fonction, eh bien, je fais un await sur mon countdown latch. Et que fait le await sur un countdown latch ? Eh bien, si la valeur n'est pas là, et que vous êtes en train d'exécuter, ça c'est important, vous êtes en train d'exécuter ce code-là à travers un thread virtuel, eh bien, il va mettre le thread virtuel, il va le parquer, et il va libérer le thread de plateforme, tout simplement. D'accord ? Donc là, on utilisait vraiment une implémentation qui est vraiment une implémentation basée vraiment sur les travaux sur le Java Util Concurrent pour pouvoir retrouver notre await, tout simplement. D'accord ? Et rien de plus. C'est tout. Alors après, que ça soit efficace ou pas, c'est une autre chose. Si on veut de l'efficacité, il vaut mieux regarder du côté compléta futur. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé le code. Ça frôle le God Object quand même. Hein. C'est un gros objet qui fait beaucoup de choses. Mais sachez qu'on peut le faire simplement. Voilà. Donc on peut retrouver notre await. Alors, on peut faire évidemment une implémentation de Fibonacci totalement inefficace. Inefficace sur deux pans. La première, c'est que je ne vais pas me souvenir des deux valeurs précédentes. D'accord ? Donc, je vais être un gros bourrin. Et inefficace parce que je vais tout calculer en parallèle. Alors, comment ça va s'exprimer ? J'ai toujours mon asynchrone. D'accord ?
Eh bien, j'ai mon A5 pour pouvoir lancer mes calculs en parallèle. J'ai mon V pour mon Fibonacci. Si mon V est inférieur, je retourne mon V comme d'habitude. Par contre, on n'envoie pas de promesse. Je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, c'est des promesses qu'on renvoyait, mais là, on envoie un int. Et par contre, ça sera un throwable, parce que potentiellement, ça peut claquer. Ça, c'est le problème de programmation asynchrone. Ensuite, eh bien, je vais dire, je lance de manière parallèle Fibonacci 5 sur V-1, sur V-2. Et là, maintenant, comme j'ai mon await, je peux instrumenter mon code en disant je fais mes deux await sur mes appels asynchrones, qui vont être bindés sur la variable i et j, et ensuite eh bien, je vais pouvoir faire mon addition, tout simplement. Mais on a une autre variante. Et ça, c'est l'avantage d'avoir l'expression de l'async-await dans le langage lui-même, c'est qu'on a la main mise sur le parallélisme et la granularité au niveau du parallélisme. Je peux très bien dire, en fait, je lance les deux calculs en parallèle et je ferai l'addition au join. Donc là, mes deux await, j'attends que le i et le j soient résolus, et ensuite, eh bien, je vais pouvoir faire mon addition au niveau des await. D'accord ? Alors, qu'est-ce que ça donne, ça ? On va voir un petit peu. Donc ça, c'est le code en Java. Donc j'ai mon fameux i, normalement ça devrait marcher. Donc j'ai mon résultat qui a été calculé en 320 millisecondes. Et par contre, si on enlève la partie asynchrone ici, et que je la rends synchrone, c'est-à-dire grosso modo, ça revient au même, on est d'accord. Donc là, j'ai mon await d'un côté, et je vais attendre que le i soit résolu pour pouvoir calculer le j. Et donc là, on va se rendre compte bien, que l'asynchronisme, on passe de 300 millisecondes à plus d'une seconde. Donc là, on voit bien qu'on a une mainmise complète sur nos calculs parallèles et la façon dont on veut exécuter notre code. La contrepartie, évidemment, si vous lancez en parallèle, vous saturez en thread virtuel. Je ne vais pas au-delà de 21 parce qu'après ça monte vite quand même. Voilà. Alors, est-ce que c'est une bonne idée de vouloir faire le async-await en Java, sachant qu'en fait, quelle est la philosophie initiale qui a été adoptée pour Java? Synchronisme, les fonctions sont asynchrones de manière implicite, typiquement les IO. Thread sleep vous permet notamment aussi de dire typiquement, je prends mon thread, si c'est un thread virtuel, je le mets de côté, je continue. Donc le thread sleep lui-même aussi libère le thread virtuel. Donc ça veut dire que vous pouvez faire duration, que vous avez en Kotlin, tout simplement, juste en instrumentant le code, en transformant votre sleep en duration, et c'est gagné. Donc vous vous rendez compte qu'on peut faire des choses assez rigolotes, et en donnant une sémantique un peu différente. Les continuations, elles existent, mais par contre, elles sont usage interne. Vous n'avez pas le droit de jouer avec. Ou alors, il faut rajouter un module spécifique au moment de la compilation et surtout au moment de l'exécution pour dire j'ai le droit de jouer avec les continuations. Donc ça, à travers le projet Jigsaw, c'est compliqué, c'est périlleux. D'accord ? Pourquoi ? Parce que ça peut changer, tout simplement. D'accord ? Donc, continuation, c'est à usage interne uniquement. Par contre, évidemment, grosso modo, le style direct reste idiomatique dans Java. C'est normal, on ne l'exprime pas. D'accord ? Donc, elle reste de manière asynchrone. Et du moment où je fais une lecture en IO, si vous avez le bon goût d'utiliser threads virtuels, les threads virtuels vont être mis de côté, donc lecture sur socket, etc. Donc, du moment où vous avez des applications qui communiquent beaucoup ou qui lisent des ressources, c'est géré de manière transparente. D'où, en fait, l'effet direct avec typiquement des frameworks comme Spring. Et tout ça, évidemment, est fait par le biais des green threads ou des threads virtuels. Par contre, est-ce que ça reste une bonne idée quand même d'utiliser les async-await, sachant qu'en fait, ça nous permet quand même d'expliciter les fonctions asynchrones, donc nous permettre d'avoir une capacité à générer notre parallélisme tel qu'on le voudrait, c'est-à-dire sortir du champ d'action IO, typiquement tel qu'il est préconisé par la JVM à travers Loom, mais avoir cette capacité à gérer notre propre parallélisme tel qu'on l'a vu de manière un petit peu naïve avec l'exécution du code de Fibonacci. Et ça, en fait, tout en exploitant cette notion de parking de thread virtuel. Donc le fait de capacité de dire le thread virtuel passe en mode park, il entend quelque chose, et donc on va pouvoir réutiliser le thread de plateforme pour faire autre chose. D'accord ? Donc il y a cet aspect proactif. Évidemment, si vous commencez à utiliser des modèles, des modèles, on va dire, computationnels ou des modèles de programmation qui ne sont pas, on va dire, initiaux dans le langage tel que Java, l'expression de l'async-await peut devenir intéressant. Alors pour ça, en fait, on peut faire un petit retour d'expérience sur des langages acteurs.
que 5 minutes, ça va être chaud. Est-ce que quelqu'un connaît le langage acteur, grosso modo? Non, du tout. Bon, le langage acteur, grosso modo, ça va vous permettre de faire des interactions, et l'intérêt, c'est de pouvoir faire des interactions entre acteurs en style direct. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un modèle acteur? Rapidement, grosso modo, c'est vraiment le bloc de base, c'est vraiment une construction de base pour pouvoir faire ce qu'on appelle la programmation concurrente, parallèle. Elle va reposer sur un concept d'acteur. Entre acteurs, un acteur est capable d'envoyer un message à un autre acteur, c'est tout. Ou créer un autre acteur, ou détruire un autre acteur. Mais bon, ce qui nous intéresse, c'est l'envoi de messages. Elle va permettre de créer un autre acteur, je l'ai dit. Elle va permettre, évidemment, à chaque fois qu'elle a terminé son travail, de donner son nouveau comportement. Et un acteur, à un instant T, ne traite qu'un message. Donc ça veut dire que l'acteur devient, grosso modo, un sanctuaire. Et tout l'état qui le concerne, eh bien, il n'y a que lui qui peut le gérer. Donc il n'y a pas notion de mutex. On passe par une boîte aux lettres et la consommation message un par un va nous permettre de garantir ces données-là sans avoir nécessité de mutex. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que notre système repose essentiellement là-dessus et ça nous permet en fait d'avoir des algorithmes complètement éclatés et coopératifs. Alors comment ça marche un send receive typiquement un modèle acteur? Eh bien vous avez acteur A qui va envoyer un message à l'acteur B qui a une requête. Cette requête va être traitée par le comportement de l'acteur B, qui lui-même va peut-être envoyer une réponse à l'acteur A. Cet acteur A, en fait, a pendant ce temps-là terminé son comportement, et il prendra la réponse uniquement quand il aura terminé le comportement courant. D'accord? Donc, tant ce comportement n'est pas terminé, eh bien, la réponse ne pourra pas être traitée, parce que c'est un message pour A. D'accord? Alors, les flèches en pointillés sont les envois de messages, et les flèches en pleine, ce sont les appels directs. D'accord? Il faut bien voir que ce sont des appels directs. Donc, qui est plutôt synchrone, dans le sens où on envoie et on reste bloqué. C'est le thread, en fait. On a un thread qui tourne là-dessus. D'accord? Donc le thread est vraiment représenté par la zone pleine. Alors l'acteur modèle, en fait, eh bien, il va nous permettre d'avoir une communication simple entre acteurs. Il va nous permettre, évidemment, comme si on intègre la notion de promesse, on va intégrer des problèmes avec les maps et flat maps. Et qu'est-ce que ça veut dire, avoir des maps et flat maps sur les promesses? Eh bien, ça veut dire que si mon comportement ici dit j'envoie une requête avec une promesse, alors ça, si vous prenez le système AK, vous avez parfaitement le droit de le faire. Sauf que AK va traiter ça de manière différente. Il va dire pop, 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 pop. J'ai des promesses. Ce que je vais faire, c'est si cette promesse, on me demande de faire des choses, j'ai un thread pool à côté qui fait que ça et qui est dédié à ça. D'accord? Ou si vous voulez avoir grosso modo eh bien, un traitement cohérent, ce que l'on n'a pas ici, puisque si on regarde bien, eh bien, cette promesse va faire un flat map, et du moment où la promesse est résolue, l'exécution du elf qui se exécutait dans son comportement, elle est reprise. Et ça casse le principe d'avoir un seul message à un instant T, qui traite mon acteur. D'accord ? Donc ils utilisent la notion de pipe en Scala pour pouvoir dire eh bien je vais chaîner. Et que fait le pipe en fait? Eh bien comme la notion d'atomicité qui est cassée, on va en fait envoyer uniquement, on va pouvoir processer uniquement un message par turn. Et ça en fait ça repose sur une seule mécanique qui est de dire en fait plutôt que d'exécuter mon flat map en direct ou mon map, eh bien, mon map ou flat map vont se transformer pour envoyer un message qui va être, grosso modo, réinjecté dans mon acteur pour vous retrouver ma séquentialité. D'accord ? Tout simplement. Donc, je me retrouve avec mon solve, j'ai mon message deferred, et ensuite j'ai mon exécution. Et donc, on garantit juste par une transformation de map et flat map, à travers ces aspects-là, eh bien, le fait que l'appel, on a toujours un appel et un seul, par réification de message. Alors, pourquoi on parle de ça ? Parce qu'en fait, si on fait the wait, on va se retrouver avec le même problème, mais de manière encore plus tordue. Ça, c'est déjà un peu tordu, mais alors ça va être encore plus tordu. Qu'est-ce qui se passe sur le wait? Si j'ai mon appel avec ma promesse, je fais mon await, je bloque l'acteur. Alors, je ne bloque pas le thread, parce que le thread, si c'est un thread virtuel, il est débloqué. Par contre, le comportement de l'acteur, il est bloqué. Et comme on dit que l'acteur, à un moment donné, ne peut traiter qu'un message, tant que je n'aurai pas résolu cet await-là, mon acteur ne pourra rien faire d'autre. D'accord ? Donc en fait, on ramène le problème d'asynchronisme sur le traitement d'acteur, qui peut être problématique. Donc pour ça, en fait, eh bien, on va reposer sur un autre problème, qui est plutôt de dire un message à un seul, on va dire un seul thread. On va ramener cette contrainte à un seul thread, d'accord ? Et pour ça, en fait, eh bien, on va jouer sur les await. Et là,
la chose la plus importante, en fait, ça va être de consister à dire, en fait, si on regarde la flèche pleine, eh bien, la flèche pleine va nous permettre de récupérer, grosso modo, de manière implicite, la continuation du calcul, du fait d'avoir le comportement de A qui est pris en charge ensuite de manière, à dire, séquentielle à travers le weight sur le système behavior, qui lui relâche l'acteur. Et ensuite, quand on revient, quand on a une résolution, eh bien, la promesse reprend la main sur l'acteur. Mais comme on a du code qui est séquentiel, eh bien, c'est le code qui était juste derrière le wait qui est exécuté à ce niveau-là. Donc cette séquentialité, on l'a plongée dans le modèle acteur. Donc on se rend compte qu'en fait, oula, c'est terminé. On se rend compte en fait que A5 c'est bien, mais si on commence à le mélanger avec d'autres paradigmes de programmation, ça demande de la réflexion et ça demande du travail. Donc, en conclusion, eh bien, on s'est penché plutôt sur un style indirect ou direct, d'accord, ce qui était vraiment le point de départ. Ensuite, eh bien, on a vu qu'on pouvait régler ce problème-là à travers soit une promotion avec des callbacks, qu'on pouvait le faire à l'époque, soit une notion de promesse et de futur, qu'on pouvait l'avoir par exemple avec approche monadique, ou typiquement avec une extension explicite ou pas dans le langage des A5 await. Et tout ça, en fait, va nous permettre d'avoir ce qu'on appelle un style direct qui est privilégié grâce au green thread, notamment avec la version de Java. Et enfin, eh bien, tout ça va nous conduire, comme on a la main dessus, à pouvoir adapter en fait notre style de programmation avec d'autres modèles computationnels comme les modèles acteurs typiquement. Pour cela, en fait, eh bien, moi, je vous invite à lire un petit peu le papier fondateur qui vous explique comment A5 await a été compilé et transformé et compilé en C#. Il y a le 5 await de Swift qui est intéressant parce que c'est de la continuation et c'est du split. Donc en fait, au lieu d'avoir une fonction en machine à état, on éclate la fonction sur yield en plusieurs fonctions et donc ça passe par le core, tout simplement. Vous avez la notion de continuation. Donc ça, c'est une vidéo qui explique grosso modo comment ça a été fait et la notion de continuation dans Java. Donc là, ça concerne Java. Vous avez un papier sur Kotlin qui explique comment Kotlin, le design de Kotlin a été fait. Et donc, il reprend aussi la 5 await avec tout ce que j'ai dit. Et en fait, vous avez le bouquin de Xavier Leroy qui vous explique en fait tous ces aspects-là. Et il y a tout un chapitre sur les continuations, transformation de code, etc. Et tout ça est compulsé dans un projet qui s'appelle Tulia. Bon, c'est du Elf, c'est pas grave, c'est de l'elfique. Et qui reprend, grosso modo, eh bien, ces principes de A5 await et comment tout a été plongé dans un modèle acteur. Donc, vous avez un modèle acteur qui tourne et qui vous permet en fait ensuite d'embrasser toute la partie calcul concurrent et distribué. Et voilà, j'ai parlé un petit peu trop longtemps, mais merci. Donc n'hésitez pas, le code est libre, hein, vous allez le voir. N'hésitez pas, si vous avez des questions, j'y répondrai. Des critiques constructives aussi, pas de souci. Merci.